Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour le premier visage des dépôts de candidature à la présidentielle de novembre 2020 au Burkina Faso. Issa Sawadogo, qui était méconnu du public, a franchi le pas et sa candidature a été recalée pour dossier incomplet. On en reparle tout à l'heure. Il est notre invité ce jour. Monsieur Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur les antennes de la télévision Burkina Info. Comment va Issa Sawadogo? Issa Sawadogo se porte très bien. Issa Sawadogo est peut-être resté un peu silencieux parce qu'on dit tout acte que vous posez, un acte que vous posez doit avoir un objectif. Lorsque l'acte aussi est déjà posé, il faut essayer quand même de voir est-ce que rester en silence, voir si est-ce que l'objectif est atteint ou pas, qu'est-ce qui n'a pas marché pour essayer de corriger. Et puis aussi j'avais un essai littéraire que j'avais commencé, c'est tout ça qui fait que je suis rentré dans le silence pour pouvoir terminer mon essai littéraire tout simplement. Restez dans le silence, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, vous êtes le premier visage des dépôts de candidature à la présidentielle 2020 au Burkina Faso. Alors, quand vous êtes arrivé à moto, déjà vous avez créé un peu une situation de curiosité autour de votre personne. Expliquez-nous qu'est-ce qui vous a motivé à faire acte de candidature, sachant que vous n'avez pas les dossiers complets ni le montant réclamé. Non, le dossier était complet. Peut-être c'est les gens qui disent que le dossier n'est pas complet. Parce que si on prend, je vais peut-être revenir sur comment on appelle ça, l'article 1 de la Constitution. Selon l'article 1 de la Constitution, le dossier il est complet. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu, tout simplement. Peut-être, j'avais peut-être ce qui n'était pas complet, c'est par rapport au logo. Et le logo aussi, je suis parti compléter le logo. Sinon, le reste, le dossier était complet, selon l'article 1 de la Constitution, tout simplement. Candidat indépendant à la présidentielle, vous n'avez pas eu donc les parrainages ni les 25 millions réclamés. Finalement, votre candidature a été rejetée. Bon, rejeter, c'est trop dit. Ils ont décidé de rejeter ma candidature. Ils ont violé la Constitution à son article 1. Sinon, si on dit rejeter, c'est comme vous ne remplissez pas, par exemple, les conditions et on rejette votre candidature. Non, mais j'ai rempli les conditions, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de rejeter ma candidature. Vous voyez, l'avenir est en train de me donner raison. Mais beaucoup vous ont vu comme un plaisantin. Que répondez-vous à toutes ces personnes qui pensaient que vous êtes venu juste vous faire voir alors que vous sachez que vous n'avez ni les moyens financiers, ni les parrainages nécessaires pour faire acte de candidature? Bon, se faire voir dans quel objectif? Qu'est-ce que je gagne en me faisant voir? C'est ça aussi le problème. Je venais réellement dans l'objectif de briguer la magistrature suprême. Parce que quand j'ai parcouru l'article 1 de la Constitution, ça me permet de déposer ma candidature. Donc si l'article 1 me permet de déposer ma candidature et devenir président du Burkina Faso, je ne vois pas d'inconvénient pour qu'on n'ait pas venu déposer ma candidature. Vous voyez, c'est parce que le politique a échoué qui m'a amené dans tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis venu. C'est l'échec de tout le monde qui a fait que je suis venu déposer ma candidature. Pour recadrer, il faut servir les Burkinabés un langage de vérité. C'est ce qui manque aux politiciens aujourd'hui. Donc c'est ce langage de vérité-là que je suis venu servir aux Burkinabés en fait. Mais vous êtes parti, vous étiez également sûr à 100% qu'on allait rejeter vos dossiers tout de même? Non, j'étais sûr à 100% qu'on allait accepter mes dossiers parce que l'article 1 de la Constitution me permet de déposer ma candidature. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre le Conseil constitutionnel? J'ai porté plainte, ils ont rejeté. Donc du coup, vous n'avez pas réuni les conditions finalement pour être candidat à la présidentielle? Non, ils ont décidé de violer l'article 1 de la Constitution. Vous voyez, jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel continue de violer la Constitution. Donc ça me donne raison. Ça veut dire qu'ils ont sciemment violé l'article 1 de la Constitution. Sinon, mon dossier remplit réellement les conditions. Contrairement aux autres candidats qui viennent avec des militants, avec des véhicules, avec tous les moyens qu'ils ont, vous êtes arrivé à moto. Déjà, vous avez suscité la curiosité. Vous vous êtes dit, tout Burkinabé a les mêmes droits et les mêmes devoirs et tout le monde peut faire acte de candidature. C'est un symbole, c'est un message que vous avez voulu passer ce jour-là. C'est un message, aussi c'est pour un langage de vérité en fait. Il ne faut pas que je mente au Burkinabé. Quand quelqu'un veut diriger par exemple la magistrature suprême, il ne faut pas mentir au Burkinabé.
viens avec ce que tu as. Je suis venu avec mes moyens de bord pour donner un langage de vérité. Il y a des gens qui m'avaient dit j'ai mon permis de prendre un véhicule venir. J'ai dit non, ça c'est tromper quand même le peuple. Et si tu veux être réellement diriger un pays, d'abord, tout commence d'abord par la vérité. Il faut d'abord servir la vérité au Burkinabé, tout simplement. Donc c'est cette vérité-là que je suis venu servir au Burkinabé. Donc je suis venu avec mes moyens de bord. Ça veut dire que souvent aussi c'est facilement vérifiable. Sawadou est venu avec une moto. En fin de gestion, il ressort avec quoi? Si réellement il y a eu enrichissement illicite, automatiquement on jette Sawadou en prison. Clair et net. Mais quand vous venez avec, comment on appelle ça, des V8, des voitures de luxe, bon, d'abord même on ne sait pas où vous avez eu ça. C'est ça aussi le problème. Et vous voyez que c'est un investissement. La vie, comme l'avenir est en train de me donner raison, vous voyez que les gens sont venus investir et après récupérer leur investissement. C'est ça qu'on constate, la corruption, les détournements, les marchés gré à gré, tout ça, ça fait partie, tout simplement. C'est des gens qui sont venus faire leurs affaires. Ils ne sont pas venus pour diriger un pays. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. La première tentative n'a pas marché. Est-ce à dire que c'est parti pour toujours? À votre niveau, vous n'allez plus reculer? Non, c'est parti pour toujours. Jusqu'à ce que réellement le Conseil constitutionnel revienne à la raison. Donc vous n'êtes pas prêt à payer la caution ni les parrainages, vous n'êtes pas prêt à les trouver. Chaque année, vous allez déposer, sachant que vous allez être rejeté au niveau du Conseil constitutionnel. Non, mais je pense que les autorités qui sont là présentement vont tenir compte de tout ça. C'est-à-dire redimensionner tout en tenant compte de l'article 1 de la Constitution qui dit que on ne doit pas rejeter un candidat parce qu'il n'a pas les moyens. On ne doit pas rejeter un candidat du fait du bord politique. On ne doit pas rejeter un candidat du fait de son ethnie. Tout ça, c'est écrit dans la Constitution. Mais si vous faites les lois, c'est les politiciens réellement qui ont fait ces différentes lois pour écarter. Parce que les politiciens ont peur du pauvre. Vous voyez Thomas Sankara, regarde comment il a géré le pays. Mais il n'était pas riche. Vous pensez que si Thomas Sankara était là aujourd'hui, il allait avoir les 25 millions, mais un candidat indépendant n'a pas besoin de parrainage. Vous voyez le paradoxe quand même. Donc, à votre niveau, vous souhaitez qu'on fasse des réformes au niveau du code électoral pour enlever la question du parrainage et également de la caution? Si réellement on veut du sérieux dans ce pays-là, il y a des choses... les gens disent qu'on ne peut pas... dans un jeu, il y a des règles. Mais si les règles sont faites, si c'est les acteurs même qui font ces règles-là, vous voyez que déjà c'est biaisé, tout simplement. Donc, vous faites les règles de telle sorte que vous tenez compte de tous les Burkinabés, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de fortune. Il est question aussi d'éviter éventuellement que tous les plaisantins se retrouvent à faire acte de candidature pour la présidentielle. Non, il y a d'autres moyens pour recadrer tout ça. Vous voyez, il y a des moyens. Si réellement on tenait compte, par exemple, de l'intégrité, il y a des candidats qui ne pouvaient pas déposer leur candidature. Vous voyez les gens qu'on appelle les grands baobabs. Si on allait fouiller, si on voulait réellement un homme intègre pour diriger le Burkina Faso, il y a beaucoup de personnes qu'on allait mettre de côté. Il y a d'autres règles qu'on peut utiliser pour avoir des candidats sérieux, des candidats intègres pour diriger ce Burkina Faso. Si vous utilisez... Bon, c'est très quand même facile qu'un intellectuel pense que c'est la fortune qui va nous permettre d'avoir des candidats sérieux. C'est écœurant quand même. Et ça dit que dès le dépôt de votre candidature, vous avez compris que finalement, c'est le pouvoir de l'argent, comme certains le disent clairement. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la plutocratie qu'on a au Burkina Faso. On n'a pas de démocratie au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle je venais pour installer une vraie démocratie au Burkina Faso. Installer une vraie démocratie, c'est-à-dire que les autres ont échoué dans leur expérience démocratique? Tout le monde a échoué. Vous regardez par exemple au Burkina Faso, comment on appelle ça? On élit un président avec 80% et 3 semaines après, il y a la grogne populaire. Ça ne s'explique pas. Le coup d'État sur Roch-Marc Christian Kaboré. Où sont passés, par exemple, les électeurs de Roch-Marc Christian Kaboré? Vous voyez, tout ça, ça fait un peu mal. Ça veut dire qu'on n'a pas de démocratie au Burkina Faso. C'est des plaisantins. Tout le monde s'est rangé. Chacun vient pour se servir et partir. C'est ça que je voulais arrêter, justement. Il ne faut pas que le Burkina Faso soit une vache à lait pour des gens. La politique, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas un travail. La politique ne doit pas être un travail. Il y a des gens qui se nourrissent seulement de la politique au Burkina Faso. Donc si on essaie d'écarter, vous allez voir que réellement, le Burkina Faso, je voulais faire le Burkina Faso un exemple démocratique
en Afrique, tout simplement. Vous avez dit que les grâces du pouvoir ne vous intéressaient pas. Vous étiez venu pour remettre le pays sur les rails, rectifier le tir. Juste après les élections, une année après, Rochma Christian Kaboré qui a été victime d'un coup d'état militaire. Visiblement, cela ne vous a pas surpris. Non, ça ne me surprend pas. Tant que ça va continuer comme ça, il y aura toujours des coups d'État. Vous voyez, quand les gens sont frustrés, les gens ne trouvent pas gain de cause et on se dit que c'est de l'argent, alors que les gens n'ont pas d'argent pour se faire élire, et le coup d'État reste un moyen aussi pour venir au pouvoir. Est-ce que c'est normal que l'armée prenne le pouvoir par les armes? Non, ce n'est pas normal, mais c'est les conditions que les politiciens ont créées qui ont envoyé tout ça. Ah, donc c'est eux qui sont responsables de ce coup d'État militaire? Mais clair et net, ça ne se discute pas, c'est eux qui sont responsables de ce coup d'État. C'est ce qui fait que l'avenir est en train de me donner raison. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que souvent, quand vous êtes assis chez vous, vous regardez tout ça, c'est de la comédie. La politique au Burkina Faso, c'est de la comédie. Regarde ce qu'on nous sert. C'est mensonge, on nous ment, on ment au Burkinabé. Il faut qu'on arrête tout ça, tout simplement. On a vu les grands partis politiques qui ont remporté la plupart des grands suffrages, UPC, CDP, MPP. Alors quand on prend ces partis aujourd'hui qui ont tous été renversés, on pourrait le dire ainsi, par un coup d'État militaire, est-ce une leçon? Est-ce le moment de faire une autocritique pour relancer un peu le jeu, pour permettre à tout le monde d'être vraiment de vrais acteurs politiques au Burkina? C'était l'objectif. Il faut quand même qu'on essaie de revoir notre système démocratique il y a des failles. On n'a pas besoin de copier l'Occident. Il faut faire une démocratie à la Burkinabé. Vous allez voir qu'il faut tenir compte. Par exemple, quand vous prenez par exemple le SMIC au Burkina Faso, ça fait combien? Prenez 90% de la population au Burkina Faso. On est pauvre. Vous voyez, vous prenez par exemple dans les villes, près de 80% de la population vivent dans les non-lotis. Vous voyez, est-ce que c'est normal pendant que une minorité s'accapare du pouvoir et des richesses du Burkina Faso et on nargue les autres? Tout simplement. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans le jeu politique pour rectifier tout ça. Moi, bon, je ne me réclame pas politicien. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une candidature indépendante. Parce que quand vous êtes indépendant, ça veut dire que vous pouvez aller chercher les gens pour venir diriger le pays, les hommes intègres. Mais si vous formez votre parti politique et vous réunissez les sous, il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles pour battre campagne. Et vous dites que c'est pour l'intérêt de la nation. Il y a des gens qui ont mis des milliards pour battre campagne. Est-ce que c'est pour les intérêts de la nation? Tout ça, ce n'est pas pour l'intérêt de la nation, c'est pour leurs propres intérêts. Donc, dans les années à venir encore, vous serez candidat à la présidentielle. Avec quels moyens vous comptez battre campagne? Même le carburant pour se déplacer un peu à l'intérieur du pays. Est-ce que vous aurez les C'est la raison pour laquelle j'ai proposé. Normalement, on doit cadrer tout ça. Pour faire une élection à 0 franc, peut-être on va en parler, ça y est dans le livre, on peut faire une élection à 0 franc, permettre aux candidats, c'est-à-dire c'est l'État qui prend en charge l'élection à 0 franc pour les candidats et c'est l'État qui organise tout ça. Et vous allez voir que tous les plaisantins vont se ranger. Tous ceux qui viennent en politique pour se faire de l'argent, ils vont quitter la scène politique. Il y a des gens, bon, on ne va même pas les dire de quitter, c'est eux-mêmes qui vont voir qu'ils ne trouvent plus leur compte, ils seront obligés de quitter la scène politique. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous étiez un peu absent, silencieux, parce que vous étiez en train d'écrire cet essai-là. Le titre, il est assez évocateur. Ils ont tous échoué. Alors, quand on fait un petit tour d'horizon de ce document de 103 pages, un constat se dégage. Vous vous en prenez clairement aux politiques, aux administratifs, aux coutumiers et aux religieux. Qu'est-ce que vous en voulez à tout ce monde au Burkina? Personne n'a été épargné finalement dans ce document-là. Oui, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce beau monde-là qui sont responsables de cette situation-là. Vous voyez, le terrorisme a été nourri par ces gens-là. Si on prend par exemple, on peut expliquer ça par quelques raisons concernant le terrorisme. D'abord, nous sommes en train de payer le prix de la compromission. Vous voyez, il y a eu des présidents au Burkina Faso ici qui ont logé des terroristes et qui partaient attaquer les pays voisins. Et personne n'a parlé. Vous voyez, il y a eu des Burkinabés qui ont soutenu des gens pour déstabiliser d'autres régions. Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, comment on appelle ça, au Libéria. Notre voisin, le Mali. Et personne n'en parle. Les gens pensent que ce qui arrive à l'autre, c'est aux autres seulement que ça arrive. Non. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à quelqu'un. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que nous sommes, Dieu est en train de nous récompenser
c'est que nous avons le prix de notre silence, tout simplement. Vous avez parlé d'une société hypocrite, gangrénée par la corruption. Est-ce que vous en voulez à tous les citoyens burkinabés, une société passive qui accepte tout et n'importe quoi à la fois? C'est ça. Vous voyez, souvent même quand je prends par exemple dans le domaine de la jeunesse, souvent ça me fait un peu rire. Chaque politicien vient, il dit non, les jeunes doivent s'engager en politique. Et en même temps, on met des barrières pour écarter cette jeunesse-là. Prenons par exemple la fonction publique. Moi, je suis dans la fonction publique. Par exemple, ça va étonner les gens que, par exemple, moi, je viens avec 25 millions et je dépose ma caution de 25 millions et j'utilise, par exemple, 1 milliard pour battre campagne. La première des choses, la SE va se diriger directement dans la structure pour comprendre. Ce que vous avez comme salaire, quels sont vos revenus, éventuellement les avantages quand on prend, que par vous exemple, avez, un fonctionnaire catégorie A, le salaire de base, vous commencez avec 123 000. Et avec 123 000, vous voyez que, par exemple, un jeune gagne, par exemple, 25 millions pour aller déposer. Mais c'est paradoxal. Vous, intendant scolaire et universitaire en service dans la région du Nord aujourd'hui, vous êtes payé à combien? Bon, le salaire du fonctionnaire n'est pas caché. Présentement, ce que je peux avoir, c'est 260. Plus les indemnités ou sans les indemnités? Plus les indemnités. Donc avec ça, vous ne pouvez pas avoir 25 millions pour aller déposer une candidature? Non, c'est pas possible. Vous êtes honnête et sincère? Non, il faut quand même qu'on soit honnête et sincère. Il faut qu'on serre la vérité à la population. Sinon, la population ne va pas se retrouver. Regardez aujourd'hui, c'est qui paye le lourd tribut? C'est la population de base. Est-ce qu'un paysan ne peut pas diriger le Burkina Faso? Est-ce qu'un jeune ne peut pas diriger le Burkina Faso? Ou bien c'est les mêmes qui doivent diriger le Burkina Faso? Non, on est en train de nous mentir de façon politiquement, on est en train de nous mentir. Il faut qu'on se dise, on se regarde en face pour se dire la vérité, revoir les conditions pour les candidats au Burkina Faso. Sinon, on est en train de... c'est des voleurs que nous allons élire. Hein. Chaque année, ça va être la même. Il ne faut pas que les gens... Moi, ça ne me tonne pas. Ce qui est en train de se passer ne me tonne pas. Vous voyez la corruption, le détournement, les marchés gré à gré, tout ça, ça fait partie des cas. Mais l'argent est sorti au mois des campagnes. Il faut récupérer. L'investissement sorti, il faut récupérer l'investissement. Mais ce sont les mêmes citoyens burkinabés qui étaient dans ces différents meetings des candidats aux élections présidentielles. On a vu des gens danser, il y en a qui étaient même contents de voir des candidats les applaudir au quotidien, n'en pas fini. C'est de l'hypocrisie, monsieur Ouedraogo. Vous voyez, les gens ont faim. Avec 90% de population pauvre, avec une population analphabète, et on nous parle d'élections démocratiques. Ce n'est pas possible, monsieur Ouedraogo. Il faut tropicaliser la démocratie. Il faut tropicaliser clair et net. Si réellement on veut réussir. Le Burkina, les réalités du Burkina n'est pas les réalités de la France, n'est pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on trouve quelque chose pour le Burkina Faso. Alors quelque chose pour le Burkina Faso, vous optez pour une élection à 0 francs. C'est quoi une élection à 0 francs? Une élection à 0 francs, c'est faire de telle sorte que tout le monde y participe. En faisant comment? C'est-à-dire on commence d'abord à élire au niveau village, ceux qui vont élire au niveau, par exemple, département. Et on élit aussi au niveau département ceux qui vont élire au niveau, par exemple, province. Et on élit ceux qui vont élire au niveau, les représentants au niveau région. Et c'est les représentants au niveau région, maintenant, qui doivent élire, par exemple, le président de la République. Et maintenant, le président de la République, pour battre campagne, vous êtes obligé, par exemple, c'est les frais de l'État. Nous allons servir, par exemple, on va servir, par exemple, des frais de mission, comment on appelle ça, des frais de mission et d'hébergement par rapport à ces différents candidats-là. C'est-à-dire, vous ne déboursez pas 5 francs pour vous faire élire. Cette proposition, est-ce que vous ne la prenez pas de Laurent Gbagbo parce qu'il a été le premier à faire une telle proposition au niveau des élections à 0 francs? Bon, je n'ai pas eu vent de ça. Sinon, voilà, si on reprend par exemple Laurent Gbagbo, vous voyez que Laurent Gbagbo ne peut pas être élu parce qu'il sert la vérité au Burkinabé. On l'a écarté. Donc, dans votre document... Les Burkinabés même n'aiment pas celui qui leur dit la vérité. Dans votre document, ils ont tous échoué. La première cible, véritablement, est sans doute donc la classe politique. Pour vous, la classe politique actuelle a échoué. Il faut impérativement renouveler. Que faut-il faire pour avoir des politiciens capables, dignes et intègres pour diriger le Burkina de demain? C'est revoir les lois concernant les candidats au Burkina Faso. Et vous voyez, par exemple, quand on a élu le coup d'État tout de suite, vous voyez tous ceux qui s'excitent. C'est pourquoi
Les gens m'ont appelé que, mais Saourou, il faut quand même que tu passes se faire. J'ai dit non, moi je ne suis pas un mendiant. Ah bon, qui vous a appelé? C'est des gens qui m'ont appelé. Moi, je les ai fait comprendre que je ne suis pas un mendiant larmoyant. Moi, je ne suis pas là, comment on appelle ça, une course effrénée pour le pouvoir. On vous a dit d'aller faire quoi? D'aller faire allégeance à Damiba? Voilà, justement, d'aller négocier. J'ai dit, mais il ne faut pas se faire ridiculiser. Si Damiba pense qu'il y a des jeunes qui peuvent faire le travail, là, en ce moment, quand tu viens à tes conditions. D'abord même, il faut que j'ai la vision de M. Damiba pour le Burkina Faso. On ne se jette pas comme ça. Il faut regarder d'abord, c'est quelle vision M. Damiba a pour le Burkina Faso avant d'y adhérer. Et si ça ne rime pas avec mes convictions, je ne peux pas aller. C'est par exemple, vous prenez un sociologue, comment on appelle ça, un démocrate avec un révolutionnaire, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Mais les assises nationales, on a vu la plupart des partis politiques qui ont été aux travaux, qui sont allés quand même donner leurs opinions sur l'avenir du Burkina. La gratuité surtout. On a rejeté cette gratuité parce que les gens veulent manger. Tout simplement. Vous voyez, la transition de 2014, ça a été une leçon. Des gens sont partis de rien, sont devenus des millionnaires aujourd'hui. Des chômeurs qui sont devenus des millionnaires. Vous voyez, le Burkina, il y a de l'argent au Burkina Faso, mais on a une mauvaise gestion des ressources humaines et des ressources financières au Burkina Faso. Alors, vous êtes attaqué donc aux administratifs, aux acteurs politiques. Alors, que reprochez-vous actuellement aux coutumiers au pays des hommes intègres? Les coutumiers ont abandonné leur village pour un costume de politicien. C'est ce qui a fait. Vous voyez, avant, quand un étranger vient dans un village, on le conduit directement chez le chef coutumier. Vous ne pouvez pas héberger un étranger sans que le chef ne chasse. C'est tout ça qui fait que... mais maintenant, tout le monde peut héberger un étranger sans que le chef ne soit au courant. Même si c'est un terroriste, on peut l'héberger. Alors que tout le monde, dans un village, dans les normes, quand un étranger rentre, le chef est au courant et tout le village est au courant qu'un étranger est rentré. Mais comme le chef de village même, il ne gère plus le village, il est devenu politicien. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Quelle est la plus-value, par exemple, d'un chef aujourd'hui? Si ce n'est pas vendre les parcelles. Si ce n'est pas suivre les politiciens pour les encourager dans ce qu'ils font. Dans le pillage, par exemple, des ressources du Burkinabé. Donc, ça vous désole de voir des bonnets rouges dans les meetings, en train de vendre des hectares à des promoteurs immobiliers. C'est triste, mais ils sont égoïstes. Il faut qu'on le dise. Oui. C'est très égoïste. Par exemple, si leurs parents avaient vendu, aujourd'hui, est-ce qu'ils auront ces lopins de terre là pour vendre? Et ils vendent ça. Et leurs enfants, les enfants à venir, c'est de l'égoïsme. Il faut que tout ça s'arrête. C'est la raison pour laquelle je voulais mettre fin à tout ça. Il y a des réformes qui avaient été engagées par le ministère de l'Habitat sous Benouende Sankara. Il y a des religieux, les coutumiers, pardon, qui sont sortis pour dire clairement que la terre leur appartient et personne ne peut leur retirer quand même cette prérogative. Malheureusement, c'est la mort de Thomas Sankara qui a envoyé tout ça. Sinon, la terre devrait appartenir à l'État. C'est l'État qui a le droit de donner. Il faut déposséder les coutumiers des terres. Des terres. Sinon, présentement, la gestion des terres des coutumiers, c'est un business. Il y a des bonnets qui sont devenus riches à cause des terres. Mais de l'égoïsme, parce que les enfants à venir, on n'aura plus de village. Les enfants à venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront plus de terre. C'est être égoïste. La terre ne se vend pas, elle se donne. L'autre débat, l'autre facette du débat aussi qu'on mène actuellement, c'est la question de la constitutionnalisation de la chefferie coutumière. Pensez-vous qu'on peut véritablement régler cette question par Oui, il faut régler. Voilà. Oui, justement, il faut régler ça. Si on ne règle pas ça, vous voyez qu'au niveau de la chefferie coutumière, aujourd'hui, c'est le chef. Quelle est l'importance du chef aujourd'hui? Moi, je ne vois pas l'importance du chef aujourd'hui. Si ce n'est pas vendre les terres, si ce n'est pas suivre les politiciens pour se faire ridiculiser. Vous voyez ça? Un bonnet dans comment on appelle ça? Dans un meeting politique. Vous voyez que ça j'ai parlé de ça dedans parce que, développez-nous, on va parce que souvent, comment on appelle ça, la case du chef en feu que j'ai évoqué dedans, c'est surtout ça. Par exemple, vous êtes un chef du MPP et vous avez deux personnes, par exemple, un du MPP et un, par exemple, de l'UPC, qui s'affrontent par rapport à quelque chose. Si vous tranchez en faveur de celui du MPP, ça va poser problème. Ça veut dire que la vérité ne peut plus se dire. Même si vous dites la vérité, personne ne va vous croire que c'est la vérité que vous avez dit. Donc, il faut écarter
la chefferie coutumière, il faut essayer d'institutionnaliser la chefferie coutumière, faire de telle sorte que le chef soit respecté au Burkina Faso. De par le passé, le chef était vu comme le dernier rempart, Justement. auprès de qui les litiges étaient tranchés. De nos jours, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. Le chef même est, bon, vous m'excusez du terme, le chef est devenu pratiquement ridicule. Quelle est l'importance du chef? Quelle est la différence entre un chef coutumier et M. Saoudou aujourd'hui? Il n'y en a pas. Tout le monde a laissé le village et ils sont dans la politique, la recherche du gain facile. Alors que normalement, quand ça ne va pas, c'est le chef, les religieux qui doivent essayer d'intercéder pour avoir une solution. Mais aujourd'hui, le religieux même, c'est devenu grave. Alors, allons-y, donc parlons du religieux à présent. Après les chefs, vous avez aussi un mot à dire au niveau des religieux, parce que ça y est également dans votre document. Au niveau des religieux, moi j'ai toujours dit, ils sont en train de nous mentir. Vous voyez, la religion, si nous allons peut-être faire un peu l'historique de la religion, la religion est partie d'Abraham. Abraham qui a eu 2 femmes, Sarah et Agathe. Agathe qui a eu, d'où est venu Isaac. De Sarah est venu Ismaël, qui sont des frères. Ils ont le même grand-père, tout simplement. Et aujourd'hui, par exemple, si vous prenez, de la lignée d'Isaac est venu Jésus. Et de la lignée, comment on appelle ça, d'Ismaël est venu Mohamed, qui sont des frères. Mais quand vous voyez ces gens de querelles, ça ne s'explique pas. Rentrez dans les églises, dans les mosquées, vous allez comprendre la prêche qui se tient là-bas. Ça n'a pas de sens. Ah, vous allez dans les églises et les mosquées? Oui, souvent je fréquente les églises, je suis quelqu'un qui est très curieux, pour voir qu'est-ce qu'on sert au Burkinabé dans ces lieux de culte-là. Et vous allez voir que souvent, on sert de mensonges. Vous prenez par exemple la Bible et le Coran. Prenons par exemple, comment on appelle ça, le Coran. Prenons la religion musulmane. Il y a combien de branches? Ahmadiyya, sunnite, chiite, pour le seul Coran. Prenons par exemple la Bible. Oui. Il y a protestants, catholiques, pour la seule Bible. Ça ne s'explique pas. Est-ce qu'au temps de Jésus, là, est-ce qu'il y avait cette division? S'il n'y avait pas cette division, c'est que les gens entendent nous mentir. Est-ce qu'au temps de Mohamed, est-ce qu'il y avait cette division? S'il n'y avait pas eu cette division, c'est que les gens entendent nous mentir. Il faut arrêter de servir ces gens de mensonges-là à la population et dire la vérité aux gens que Mohamed et Jésus, c'est des frères. Ils ont le même grand-père. Jésus, comment on appelle ça? On dit aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Le prochain, là, c'est qui? C'est le musulman, c'est le catholique. C'est celui qui ne croit pas, comment on appelle ça? Le coutumier. Vous voyez, les gens tiennent la Bible. Moi, souvent même, je me pose la question, à quoi sert la Bible et le Coran de nos jours? Vous allez voir, par exemple, celui qui tient la Bible, il reçoit, par exemple, celui qui a détourné les deniers publics, il est incapable de servir la vérité à ces gens-là. Il faut leur dire la vérité. Et chaque fois, on vous dit, non, quand il y a les élections, on dit non, le politicien, comment on appelle, le religieux ne doit pas se mêler aux politiques. Et quand ça chauffe, on fait appel aux religieux, aux coutumiers. Il y a combien de fois on a roulé ces religieux-là dans la farine? Il y a eu des propositions au Conseil des sages. Il y a eu des bonnes propositions qui sont sorties. C'est resté où? Dans les tiroirs. Aucun religieux n'est sorti dénoncer, parler de ça. Normalement, ça devrait servir, comment on appelle ça, cette charte qui était sortie, ça devrait servir à la population. Apparemment, vous en voulez beaucoup aux religieux au Burkina Faso. Parce qu'ils sont tous comptables de ce qui nous arrive aujourd'hui. On vous dit que la religion, c'est un tabou. Les gens évitent de parler de la religion. Il faut arrêter ce tabou. La religion, c'est parce qu'on ne veut pas servir la vérité aux gens qu'on dit que la religion, c'est un tabou. Vous voyez, le 27, la marche du 27. 27 novembre 2020. 27 novembre. Il faut, après 91, quand on a roulé le coutumier, il faut attendre le 27 pour voir encore, comme les gens se sont levés, ils veulent marcher, les coutumiers, les religieux, ils se sont réunis pour aller dire que c'est eux qui font la médiation. Non. Il faut prévenir et non guérir. Comment prévenir? Dites à ces politiciens-là, quand ils pillent, la richesse du Burkina appartient à tout le monde, sans ethnie, sans religion. Tout le monde doit bénéficier. Même celui qui a Falangoutou, celui qui a fin fond de Wayuga doit bénéficier de cette richesse. Mais quand vous regardez par exemple cette richesse, c'est entre les mains de quelques individus qui narguent même la population. Et souvent qui sont les bienfaiteurs des lieux de culte. Justement. Mais normalement, ils ne devraient pas prendre.
Par exemple, un ministre, vous voyez les ministres même qui se promènent chez les chefs coutumiers, chez les religieux, avec des dons par-ci, des dons... son salaire là même, c'est combien? Le ministre gagne combien pour faire ces cadeaux-là? Et vous prenez ces cadeaux, vous ne dites rien à ces ministres-là. Et vous savez que c'est l'argent du contribuable que ces gens-là ont volé. Et en même temps, vous tenez la Bible et le Coran, et vous dites que vous faites une prêche. C'est honteux quand même. Il faut servir la vérité à ces ministres-là. C'est où tu as eu cet argent pour venir faire des dons. Et si on évolue bien dans ce que vous êtes en train de faire comme analyse par rapport à la situation des religions au Burkina Faso, est-ce à dire qu'il faut faire leur mieux aujourd'hui au niveau de toutes les religions au Burkina? Clair et net. Et comment vous voyez cela pour l'avenir? Normalement, il faut que ces religieux... C'est la raison pour laquelle je voulais la présidence. Et j'allais prendre, comment on appelle ça, j'allais créer un ministère concernant la religion. Et c'est le président lui-même qui allait gérer ça. Et vous allez voir que tout le monde serait au pas. Ah oui, concrètement, qu'est-ce que vous comptiez faire si c'était le cas? Si, comment on appelle, les religieux, normalement, il faut qu'on donne la place de ces religieux-là dans les lieux de culte, pour faire de telle sorte qu'ils puissent contribuer à lutter contre la corruption. Si un ministre vient te voir, par exemple, avec de l'argent, il faut lui dire que ici, nous, on n'a pas besoin de cet argent. Qu'est-ce que vous gagnez pour nous envoyer cet argent? Ici, nous servons la vérité à nos fidèles. Sinon, quand vous regardez, par exemple, les religieux aujourd'hui, ils sont là pour, vous m'excusez du terme, il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont là pour dépouiller les pauvres qui cotisent à l'église. Malgré leur maigre salaire, qui cotisent. Ce sont les citoyens lambda. Ce sont des dîmes, ce sont des offrandes et autres. Bon, je vois que réellement, ça fait mal. Quand vous asseyez, vous regardez tout ça, on sert le mensonge au Burkinabé. C'est ce qui fait que moi, je ne suis pas content. Ce qui fait que je suis obligé d'écrire. Certains religieux ne seront pas d'accord avec votre raisonnement. Bon, je ne parle pas pour que quelqu'un soit d'accord avec moi. Je parle pour dire la vérité au Burkinabé. Ma vérité, pour être, comment on appelle ça, en rapport avec moi, ma conscience. Alors, le coup d'État est intervenu, vous avez vu le gouvernement qui a été formé, on a mis en place un ministère chargé des religions et des coutumiers, en fait, au Burkina. Est-ce déjà un premier signe important? Bon, religieux et coutumiers, quand vous voyez ce coup d'État par rapport au régime coutumier, moi je pense que c'est, présentement, c'est un portefeuille vide. C'était pour récompenser peut-être d'autres personnes. Il ne faut pas parler pour plaire aux gens. Il faut parler pour dire ta vérité, pour rester consciencieux avec ta conscience. Si vous dites une vérité qui ne fâche pas, c'est que ce n'est pas une vérité. La vérité que vous dites là, si quelqu'un n'est pas concerné, n'est pas énervé par rapport à votre vérité, c'est que ce n'est pas une vérité. Une vérité doit fâcher. C'est ça qu'on appelle une vérité. Tous les segments importants de la société burkinabé ont échoué. C'est eux tous, ils ont échoué. Politique, administratif, religieux, coutumier. Il faut qu'ils fassent leur meilleur culpa. Quand vous prenez par exemple les intellectuels aujourd'hui, moi je les ai qualifiés d'intellectuels bas-ventre. Des intellectuels qui sont... L'université de Ouagadougou, même on doit fermer. Ah oui? Oui. Bon, c'est quand même grave. Oui, c'est que... Non, c'est un constat. Vous voyez, moi j'ai fait l'université de Ouagadougou. L'université de Ouagadougou, si on n'a pas d'économistes, l'université de Ouagadougou n'a pas d'économistes pour faire sortir le Burkina Faso de cette situation économique. Si l'université n'a pas de sociologues pour faire sortir le Burkina Faso dans cette situation sociologique, si le Burkina Faso n'a pas de juristes pour, comment on appelle, rédiger une bonne constitution pour le Burkina Faso, il faut fermer l'université de Ouagadougou et faire appel à d'autres personnes pour venir nous aider. Parce que ça ne sert pas aujourd'hui. Vous êtes un fruit de cette même université. Que pensez-vous? Vos petits frères doivent bénéficier également de la même formation. C'est qu'on nous a servi à l'université de Ouagadougou. Vous voyez souvent même que ça ne sert pas. Les gens sont à l'université pour faire du mal aux gens. Apparemment, si vous étiez élu président du Faso, vous allez... Non, j'allais mettre tout ça dans les rails. C'est-à-dire, on allait recadrer tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Vous voyez, un professeur, il peut donner 600 € à des étudiants et il est content. Quand même. Est-ce que c'est l'étudiant qui est mauvais ou bien c'est le professeur qui n'est pas bon? Quelqu'un ne peut pas être content après avoir donné 600 € à des gens. Normalement, toi-même, tu dois te remettre. Moi, j'étais un enseignant. Quand, par exemple, je fais mon devoir, par exemple, s'il y a au moins 4, 5, 6 €, la première des choses, je devrais quand même... d'abord, je m'incrimine d'abord. Est-ce que le cours est passé? Maintenant, si le cours est passé, c'est de chercher à voir qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des étudiants. À chaque fois, on accuse les étudiants que c'est les étudiants qui ne valent rien. Non, l'université de Ouagadougou, quand même, vous ne pouvez pas faire CP1 jusqu'à l'université et puis on dit que vous ne valez rien. Ce n'est pas intéressant. Vous avez dénoncé aussi la corruption, les injustices, la malgouvernance et la misère avec des gouvernants indignes au Burkina Faso dans votre livre. Clair et net. Vous voyez, quand vous regardez par exemple un dirigeant
Roch, il avait tous les diplômes pour réussir sa mission. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'a pas le courage. Il n'a pas eu du courage. Il n'a pas eu du courage. Et l'intégrité aussi doit compter dans tout ça. Pour diriger un pays, il faut d'abord être courageux. Il faut avoir d'abord une vision pour le pays. Avoir les idées et les hommes pour accompagner cette vision-là. Et en plus de ça, il faut être courageux. Et en plus de ça aussi, il faut faire de telle sorte que la nation d'abord. Et le reste, ça vient. Normalement, si vous êtes président, si votre papa détourne automatiquement, vous devrez l'enfermer. Il n'est pas au-dessus des Burkinabés. C'est un Burkinabé comme tout le monde. C'est ça qui a manqué à Roch. Par exemple, le DIRCAP de Roch. Pourquoi il n'a pas donné? Non, on ne gère pas le Burkina Faso avec des amis. Est-ce que vous avez des preuves de quelque chose qui est Non, c'est l'ASE qui a dit. Moi, j'avance seulement. Je prends ce que j'entends. C'est l'ASE qui a incriminé. L'ASE a dit quoi? Que c'est des gens qui ont devrait livrer. Mais si il pense qu'il est blanc comme il le pense, affronter la justice. Est-ce que les failles de la gouvernance de Roch peuvent justifier un coup d'État militaire? Clair et net. Parce qu'il a refusé même de gouverner. Roch a refusé de gouverner. Sinon, il avait les bagages intellectuels. Il avait tout, en fait. Il avait tout pour être un bon dirigeant. Mais il a refusé de gouverner. Donc, vous avez soutenu le coup d'État militaire? Soutenir, c'est trop de... Moi, je ne soutiens pas ce qui n'est pas légal. Le coup d'État est illégal. C'est le moindre mal. Vous voyez, on dit, quand quelqu'un se noie, même si c'est un serpent qui le gagne, il l'attrape. C'est le cas du Burkina Faso. C'est pas pour dire que Damiba, peut-être, il est le sauveur des Burkinabés. Mais les Burkinabés se noyaient, il fallait quand même s'accrocher à quelque chose. Donc, en ce moment, même si c'est un serpent que tu gagnes de passage, pour ne pas se noyer, il faut accrocher. Damiba qui a fait coup d'État le 24 janvier 2022, qui a été investi, qui a également ensuite prêté serment et autres. Comment vous avez suivi tous ces épisodes-là, que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel ou encore de la salle de conférence de Ouaga 2000? Bon, souvent, c'est un peu triste quand on fait un coup et on refuse d'assumer son coup. Et il a refusé d'assumer. C'est un refus. Et il a roulé le Conseil constitutionnel dans la farine. Moi, c'est le comportement du Conseil constitutionnel. Moi, ça ne me donne pas. Parce que ça a commencé même à mon niveau. Vous voyez, même l'article 2 de la Constitution est violé chaque jour. Mais le Conseil constitutionnel qui se porte garant de la Constitution du Burkina Faso ne fait pas son travail. Vous voyez, des gens se lèvent, ils prennent 2 sacs de riz, 3 sacs par exemple de maïs, on appelle les nécessités, on appelle une télévision, on prend des photos, on dit qu'on a fait des dons. Ça, c'est l'article 2 de la Constitution dit qu'il faut protéger, par exemple, la dignité des Burkinabés. Donc pour vous, il ne faut pas montrer non, c'est des choses, des personnes mais déplacées. il y a un ministère pour il y a un ministère pour ça. Si vous voulez faire des dons, vous partez au ministère et le ministère s'en charge de faire le reste. Vous ne pouvez pas aller sur le terrain montrer la misère de nos pauvres populations. Donc ceux-là, normalement... On a dit dans le Coran, oui, quand vous donnez avec la main droite, faites de telle sorte que la main gauche ne chasse pas. Mais les gens, en fait, c'est du faire voir, en fait, si on veut regarder. Mais en ce moment, on viole l'article 2 de la Constitution sans se rendre compte. Mais le Conseil constitutionnel sait, et il a si. Le Conseil constitutionnel a si, il ne parle pas. Donc, ce qui s'est passé, moi, ça ne m'étonne pas. C'est le contraire qui m'aurait étonné, en fait. mais est-ce que cela tue la démocratie pour toujours, comme beaucoup l'ont dit? Clair et net. Ça tue la démocratie. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a gagné dans ça? Vous voyez, arrivé à un certain âge, c'est mieux de servir la vérité. Dites la vérité à Damiba. Vous avez fait un coup d'État. La Constitution nous dit, nous, on installe seulement ceux qui ont été élus démocratiquement. Donc la Constitution ne peut pas, nous permet pas de vous installer. Il faut servir la vérité à ces militaires. Thomas Sankara a fait un coup d'État. Il a assumé. Il y a des gens qui ont fait leur coup d'État. Ils ont assumé. Il y a, par exemple, est-ce que Isaac Zida a été investi par le Conseil constitutionnel? Je ne pense pas. Pourquoi faire un précédent dangereux pour le Burkina Faso à partir de cette investiture? Très dangereux. Vous voyez que ça clouait même le procès de Thomas Sankara. Oui. C'est tout ça qui fait que ça fait un peu mal. Quand vous essayez, vous regardez. Bon, aucun politicien n'aime le Burkina Faso. Il ne faut pas qu'on se flatte. Aucun politicien n'aime le Burkina Faso. La plupart des politiciens ont soutenu le coup d'État. Apparemment, est-ce qu'ils avaient le choix?
Bon, le choix, c'est déjà un choix. Vous voyez, moi, je n'aime pas ce terme, on n'a pas le choix. C'est vous qui avez choisi de ne pas avoir le choix. C'est déjà un choix. Sinon, pourquoi ne pas avoir le choix? Il faut rester sur tes convictions. Est-ce que ce n'était pas une manière aussi de légitimer un peu son pouvoir en passant par le Conseil constitutionnel et puis éventuellement la cérémonie d'investiture? Non, Damiba peut légitimer son pouvoir au travail. Ce n'est pas les lois, les trucs qui légitiment. Moi, selon moi, pour légitimer ton pouvoir, il faut travailler. Et l'avenir va nous dire si ton pouvoir est légal ou non. Aujourd'hui, quels sont les actes qui sont posés, par exemple, aujourd'hui? Moi, je ne vois pas. La population, vous prenez par exemple Ouayuga, la population continue de venir. Donc, là, normalement, la prise de pouvoir par Damiba devrait quand même arrêter le déplacement de la population vers les villes. Mais certains ont dit que c'était trop tôt, il faut lui donner le temps de s'installer. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Normalement, on devrait constater quand même les premiers actes quand même. Ça fait combien de temps qu'il est là? Et jusqu'après, hier, j'ai eu l'information que Guibo était coupé. Après la prise du pouvoir de Damiba, Tiou est rentré à Ouayuga. C'est des choses quand même qu'on devrait arrêter en attendant. Vous voyez, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Vous voyez le chaos que nous participons aujourd'hui. Bon, les militaires ne sont pas exclus. Il ne faut pas qu'on se flatte. Les militaires ne sont pas exclus. Vous voyez, il y a des officiers qui ont refusé de combattre. Refuser de combattre? Non, c'est un constat. Sinon, dans les normes, ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne doit pas s'expliquer. On a des militaires qui ont fait des grandes écoles, des écoles de Saint-Cyr. Mais quelle stratégie ces militaires-là mettent en place quand même pour stopper quand même l'avancée, par exemple, des terroristes, pour rassurer la population. Donc, ça veut dire que les écoles de guerre ne servent plus maintenant. Alors, ouvrons là le gros chapitre consacré donc aux défis sécuritaires, notamment le cas de Ouayuga. Vous vivez dans cette ville. Ce qui nous revient, c'est que à Ouayuga, c'est la désolation totale parce qu'il y a des milliers de populations des villages environnants qui affluent vers Ouayuga aujourd'hui parce que l'insécurité a pris du temps. Les grandes douleurs sont muettes, M. Ouédraogo. Et quand vous êtes au cœur du mal, quand vous observez, souvent ça fait un peu mal. Pour le cas de Ouayuga, justement, vous ne pouvez rien. Il n'y a pas une famille à Ouayuga qui n'est pas concernée par cette insécurité-là. Et quand vous regardez tout ça, et personne ne parle, vous voyez, quelle est la position des chefs coutumiers par rapport à tout ça? Quelle est la position des religieux par rapport à tout ça? Chacun reste dans son coin. Alors que c'est parce qu'on ne sert pas la vérité aux populations que cela est arrivé. Donc tout le monde est responsable de cette situation. Commencez d'abord par ROC, les militaires inclus, les religieux, les coutumiers. C'est ça le problème. Alors le cas de Ouayuga spécifiquement, on nous parle de Caïn, on nous parle de Solé, on nous parle de Tiou, on nous parle également du Lorum. Depuis lors, ça ne va vraiment pas dans ces différentes localités. Justement, ça ne va pas. Quand vous arrivez, par exemple, c'est Tiou qui résistait un peu. Aujourd'hui, Tiou est pratiquement rentré à Ouayuga. Vous regardez, par exemple, Solé, était déjà à Ouayuga. Ban, c'est Lagui qui faisait de telle sorte qu'il y avait une résistance aussi à Titao. Mais aujourd'hui, la majeure partie de la population de Titao est à Ouayuga et dans d'autres localités, tout simplement. Vous voyez, quand vous... Alors que la solution est là. On peut trouver des solutions par rapport à tout ça. Alors, est-ce que vous qui êtes de Ouayuga souvent, quand vous regardez la présence des militaires, des gendarmes, des policiers dans ces différentes localités et les menaces des terroristes qui arrivent finalement à faire partie la population, vous posez des questions? Souvent, il ne faut pas en vouloir, par exemple, à l'armée de rang. Moi, j'accuse un peu les officiers supérieurs, ceux qui ont fait les grandes écoles de guerre. Est-ce que quelqu'un ne peut pas nous trouver une bonne stratégie de guerre pour venir à bout ce terrorisme-là? Ou bien c'est un refus, c'est ce que moi j'appelle un refus. Vous voyez, dès le début, on a laissé, c'est les enfants qu'on envoie au front. Vous prenez par exemple le Tchad. Pratiquement les généraux sont au front. Regardez au Burkina Faso.
qui étaient au front. C'est parce que la population s'est levée un peu, critiquée un peu, que peut-être les gens ont fait semblant quand même d'affecter, par exemple, des officiers supérieurs dans ces différentes régions. Mais vous voyez, il ne faut pas laisser, par exemple, le papa ne doit pas laisser ses enfants seuls. Ils ont besoin d'un encadrement. Il faut encadrer ses enfants. Il faut être devant pour donner l'exemple à ces enfants-là. Vous allez voir que ces enfants vont suivre. Mais malheureusement, souvent les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est ce qui fait que le début, le nombre de morts, c'était du côté comment on appelle ça, des militaires de rang. Pendant ce temps, un militaire qui est dans un V8 en train de circuler à Ouagadougou, dans des comment on appelle ça, dans des bureaux climatisés. Moi, c'est maintenant que je vois ça. Sinon, avant, on ne pouvait pas voir un militaire dans un... Nous, on connaît un militaire dans... On vous dit que la guerre moderne, forcément, c'est les stratégies, qu'il y a des choses à faire. Dans les V8. Pas dans les V8, au moins dans la planification et autres. Mais nous ne voyons pas de planification, justement. Sinon, si on voyait de planification, personne n'allait se plaindre. Présentement, c'est quelle stratégie de guerre que les gens ont adoptée? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir même de la ville de Waïguia aujourd'hui? Bon, ça fait peur. Souvent, quand vous regardez, ça fait peur. Nous sommes là-bas, mais quand vous regardez réellement, ça fait peur. Mais souvent, on peut pas, ça ne s'explique pas quand même que des frères quand même se lèvent contre d'autres frères. C'est inadmissible. Aussi, il y a la réalité quand même, hein, le mal n'est pas à la racine. Il faut qu'il y ait un message auprès des populations locales. Justement. Comment peut-on expliquer ce déchirement du tissu social au Burkina Faso dans les hameaux de culture et villages? Premièrement, c'est la pauvreté. C'est-à-dire la mauvaise gouvernance qui a envoyé tout ça. Deuxièmement, c'est ce que j'ai dit, c'est le prix de la compromission. Et aussi, il y a les religieux qui ne font pas leur travail. Si, par exemple, votre prêche dans votre église ou dans votre mosquée, c'est dire qu'un tel ou un tel ne peut pas avoir le paradis, comme c'est vous qui détenez le paradis, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, le langage qu'on doit tenir dans les lieux de culte, ça doit être un langage de vérité, de cohésion sociale. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, vous prenez par exemple une famille au Burkina Faso, tout est réuni. Il y a des animistes, il y a protestants, il y a catholiques. Vous voyez? Donc ça veut dire que si toi tu dis qu'un tel ne va pas aller au paradis, il ne faut pas juger l'autre. Est-ce que c'est vous qui détenez la clé du paradis? Fais pour toi, respecte l'autre dans sa religion, et vous allez voir que ça va marcher. C'est un langage de vérité, de cohésion sociale que ces différents religieux-là doivent tenir dans leur lieu de culte. Mais si vous tenez, souvent je fréquente des églises, des mosquées, mais quand vous écoutez souvent, ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous interpellez souvent les leaders religieux après les cultes? Bon, comme souvent il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout ça, c'est l'analphabétisme. Quand tu n'as pas fait quand même suffisamment de longues études souvent, tu n'as pas fait l'école, souvent quand on vient, c'est ce qu'on te sert que tu prends. Mais quand tu as un esprit de discernement, tout ça, ça ne peut pas t'arriver. Par exemple, quelqu'un ne peut pas venir me dire que moi je prie, mais quand tu prêches, si ça ne va pas ce que moi je veux, moi je me lève et puis je continue ma route. Je ne suis pas obligé de te suivre. Moi, c'est Dieu, je ne suis pas quelqu'un. C'est vrai qu'au début du terrorisme, il a été question de la religion musulmane. On a dû manipuler aussi à un moment donné des populations locales pour faire passer un message. Tout ça, c'est la pauvreté. Vous voyez, quand quelqu'un vient, il dit, bon, toi tu n'as rien, il va te donner comme ça, si tu rentres comme ça. Souvent, il y a beaucoup qui sont rentrés dedans, pensant que, par exemple, c'était pour une bonne cause. En fin de compte, ils se sont rendus compte que réellement, c'était pas ça, mais c'est difficile de revenir en arrière. Alors, les populations tout autour de Waïguia qui affluent sur le chef-lieu de la région du Nord, est-ce que vous avez eu à échanger avec certains déplacés internes qui vous ont expliqué la misère, la souffrance qu'ils ont vécue? Justement, j'échange souvent avec d'autres. Dans le livre même, il y a un élève de... Vous parlez de... Voilà, effectivement, il y a un élève qui a fait un témoignage. Un témoignage réellement qui était très émouvant. Oui. Vous voyez, il y a une femme aussi qui a fait un témoignage réellement que son mari est un corps habillé qui a perdu la vie au front. Et quand vous regardez tout ça, souvent aussi, on peut les donner raison. Mais moi, je pense que souvent, c'est tout ça, ça se résume au niveau de la gouvernance. Est-ce que Waïguia s'est remis un peu de la mort de Ladji Yoro Soumaïla Ganame, ce combattant intrépide dont la disparition a marqué toute la nation entière au Burkina? Oui, vous voyez, Ladji Yoro, c'est un exemple.
Bon, les gens disent que quand vous regardez après Thomas Sankara, réellement, c'est quelqu'un réellement qui s'est donné pour, comment on appelle ça, pour sa nation. Vous voyez, il a refusé tout le luxe pour combattre pour ses frères. C'est ce que nous recherchons au Burkina Faso. Mais malheureusement, les gens ne sont pas prêts pour ça. À son enterrement, vous étiez au cimetière. J'étais au cimetière. Quelle était l'ambiance qui a franchement, prévalu ce jour-là? vous regardez réellement, ça fait mal. Ça fait mal que le verre réellement est dans le fruit. Avec la mort de Yoro. Sinon, Lagui Yoro, il a refusé tout le luxe. Et il paraît qu'il y a un qui disait qu'on avait contacté Lagui Yoro, que qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, des voitures. Les terroristes qu'il avait contactés? Non, comment on appelle ça? L'autorité. Et Lagui dit, vous avez une voiture et vous ne pouvez pas circuler avec votre voiture, ça n'a pas de sens. Vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas utiliser cet argent-là, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce qui est en train de nous arriver, ça risque d'être le cas. Si on ne se lève pas pour lutter contre tout ça, vous allez avoir votre argent et vous n'allez pas avoir quelque chose pour payer. Vous allez avoir votre véhicule, vous n'allez pas pouvoir circuler, tout simplement. Mais à quoi sert ce luxe-là si on ne peut pas en jouir? La responsabilité est-elle collective? Quand vous dites on n'a qu'à se lever, vous faites appel à toute la nation entière? Toute la nation entière. Mais on dit d'abord c'est la tête qui doit donner l'exemple. Qu'est-ce que la tête fait pour que la population puisse suivre? Vous voyez, il y a des appels qui n'ont pas eu d'écho. Pourquoi? Parce que la tête même n'était pas un exemple. Vous ne pouvez pas vivre dans ce luxe et vous appeler les pauvres pour vous défendre. Vous voyez, c'est un paradoxe quand même. L'autre débat aussi qui avait été mené sur les défis sécuritaires, c'était les rémunérations qui étaient servies au VDP, 20 000 francs par mois par VDP. Du coup, on se demande, est-ce qu'avec un tel montant, on peut vraiment lutter pour sa patrie? C'est ça. Non, le VDP lui-même ne luttait pas pour avoir quelque chose. Ils avaient besoin d'un respect. Ils avaient besoin d'une considération. Ils avaient besoin de soutien. Lagui Yoro même avait demandé qu'on les appuie en armes. Vous voyez que les VDP du Lorum, s'ils gagnaient des armes beaucoup plus sophistiquées, vous allez voir que ça ne va pas être comme ça. Donc, il faut mettre tout le monde dans la lutte. C'est-à-dire, les corps habillés doivent travailler avec ces différents VDP-là pour qu'on puisse trouver une synergie. Vous voyez, dans mon programme, c'était à 5 pages, j'avais proposé 6 mois pour éradiquer, comment on appelle ça, ce terrorisme au Burkina. 6 mois. 6 mois pour éradiquer. Et quelles étaient les pistes que vous avez? J'allais mettre en contribution d'abord les FDS, les DOZO, comment on appelle ça, les VDP. Maintenant, il y a des personnes de bonne volonté. Mais c'est ce qui se fait actuellement. Est-ce que vous aviez une thérapie exceptionnelle? Apparemment, c'est ce qui se fait que vous allez reprendre. Il faut concevoir un plan de guerre et mettre tout le monde, tous ceux qui sont prêts pour défendre le territoire, vous les appelez. Sursaut patriotique. Surtout patriotique, et vous mettez les moyens pour la libération. La paix n'a pas de prix. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont assis pour ça. Voilà, si vous venez, voilà ce qu'on vous sert. Vous allez voir qu'on va avoir des patriotes par rapport à ça. Vous voyez la guerre en Ukraine. Les gens ont lancé un appel. Mais pour lancer l'appel, il faut que toi-même d'abord tu sois sincère. Il faut que toi-même tu sois d'abord un exemple pour que tout le monde puisse répondre à ton appel. Sinon, n'importe qui ne peut pas lancer un appel et puis les gens vont suivre. Roch a lancé l'appel, mais personne n'a suivi parce que lui-même n'était pas un exemple. Vous voyez la corruption, il a laissé la corruption faire. Pendant ce temps, vous voulez que les gens vous aident à réduire, comment on appelle ça, à mener le combat, et vous, c'est le luxe. La lutte contre l'insécurité, l'armée qui est au pouvoir, est-ce que vous avez espoir qu'on puisse trouver des voies et moyens pour amener la culture au Burkina dans les 3 prochaines années, comme le dit la charte? Moi, j'apprécie le maçon au pied du mur. Donc moi, je n'aime pas, c'est des choses que je n'aime pas me prononcer. Parce que c'est sur le terrain que moi, je vais apprécier. Pourquoi je ne suis pas sorti les apprécier? Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour le moment. Ils ont pris seulement un pouvoir. Pourquoi les acclamer? Mais il y en a qui ont organisé des meetings de soutien. Tout ça, c'est du fax. C'est des comédiens. Chacun cherche à manger, c'est tout. Sinon, moi, je ne sais pas ce que Damiba a fait d'abord. Moi, je vais soutenir Damiba
lorsque je vais voir, je vais allumer ma télé et je vais constater que Ouayouya est en train de se vider pour répartir dans les provinces. Quand je vais voir les déplacés en train de répartir chez eux, je sors pour applaudir M. Damiba. Mais pour le moment, je ne vois rien. Donc je ne peux pas applaudir M. Damiba. Peut-être les militaires, disent soutenir les militaires. Non, c'est son travail. Le militaire, c'est quoi? Le travail du militaire, c'est quoi? C'est défendre l'intégrité du territoire. C'est son travail. Par exemple, c'est comme on me dit de faire mon travail. Non, on ne doit pas me dire de faire mon travail. On m'a recruté pour un travail, quelqu'un ne doit pas venir me dire de faire ce travail. Moi, si pour un fonctionnaire consciencieux, pour un homme consciencieux, on n'a pas besoin de t'interpeller par rapport à ton travail. Toi, tu dois faire ton travail. Est-ce qu'il doit se méfier de ces comités de soutien et de ces organisateurs de meetings? C'est de la poudre aux yeux. S'il s'amuse, c'est de la poudre aux yeux. Il est en train de se... C'est comme par exemple quelqu'un qui se chatouille lui-même qui rit. C'est ça le problème. À son corps défendant, il pourrait dire que ce n'est pas lui qui a organisé aussi ces différents Non, meetings. mais il doit sortir se prononcer. Il doit arrêter tout ça. C'est un militaire. Il faut arrêter. Oh non, il faut taper du poing sur la table. Tout ça, il faut arrêter. Laissez-nous travailler. Et vous allez apprécier. Koïta, on n'a pas besoin. Koïta, est-ce que c'est Koïta qui a dit aux gens de sortir? Regarde ce que Koïta fait. Aujourd'hui, les gens, on soutient Koïta. Même si j'étais au Mali, j'allais sortir. Parce que je vois un travail sur le terrain. Vous voyez l'armée malienne en train de prendre de la puissance. Vous voyez, Damiba gagnerait plus à s'allier derrière Assimi Koïta. Vous allez voir que le travail va avancer. C'est le conseil que vous avez à lui donner. Koïta a tracé une voie à suivre. La Guinée, le Burkina Faso, le Niger, c'est-à-dire ceux qui ont pris au terrorisme doivent suivre Koïta. Vous voyez, on ne peut pas, on ne se développe pas. Quelqu'un ne viendra pas développer le Burkina Faso à notre place. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une armée et vous allez compter sur quelqu'un pour venir vous défendre. Donc du coup, ça pose problème le cas du Mali aussi parce qu'on parle de mercenaires russes. Est-ce que ce sont des mercenaires qui vont sauver le pays? C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Quand quelqu'un se noie, même si c'est un serpent, il gagne, il s'accroche. C'est le cas du Mali. Mais aujourd'hui, on veut un partenariat gagnant-gagnant. On ne ferme pas les portes. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mais il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant. Il faut qu'on se serre la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité et encore la vérité. Monsieur Issa Sawadogo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est moi qui vous remercie. Bon vent à l'émission. C'est gentil. Que Dieu protège le Burkina Faso. Beaucoup de courage aux journalistes. Vous voyez, ce n'est pas un travail facile. Mais lorsque vous êtes convaincu de ce que vous faites, il faut persévérer. Ce n'est pas une menace qui peut vous faire détourner votre objectif. C'est gentil. Tout simplement. C'est gentil. Donc merci beaucoup de courage, sinon c'est pas un métier, le métier n'est pas facile. C'est très gentil, voilà. C'est gentil, c'est gentil, c'est compliment. Alors, chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Issa Sawadogo, candidat recalé à la présidentielle de 2020, qui a sorti un essai, ils ont tous échoué, politique, administratif, coutumier et religieux, tout le monde en a pris pour son compte dans cet ouvrage-là. Il était donc notre invité exceptionnel dans l'émission Le Grand Déballage. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. La semaine prochaine, nous serons encore de la partie avec un nouvel invité. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous.